Salut à toutes et tous, vidéo un peu plus longue que d'habitude. Pourquoi? Tout simplement parce qu'hier j'ai animé un webinar sur les agents et que cette vidéo est le replay de ce webinar. Alors en bonus, j'ai quand même rajouté quelque chose que j'avais pas pu traiter durant le webinar par manque de temps, c'est-à-dire une architecture de référence à base d'agents. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo dans son intégralité, j'espère qu'elle va vous plaire. C'est parti! Preview. Alors, je vais commencer par vous poser une question toute bête. C'est quoi un agent qui est accompagné d'une IA? C'est quoi un agent? On entend beaucoup parler d'agent IA. Pour vous, c'est quoi? Ça correspond à quoi? C'est quoi la différence entre un agent et une IA? Est-ce qu'il y a une différence d'ailleurs? Et on va aller plus loin. En quoi un agent est un game changer? Un agent, c'est une IA qui peut faire des actions pour vous. Un agent, c'est une IA qui peut faire des actions pour vous. Si on prend l'historique, il y a quelques années, la société OpenAI a sorti GPT. Alors, on a entendu parler de 3.5, de 4. On a entendu parler après de Llama, de Cohere, de Mistral, de Grok, de Bedrock, etc., etc. Et en fait, toutes ces IA, elles avaient en commun qu'à partir d'un prompt, donc d'un message texte, elles pouvaient répondre sous format texte. Donc, du texte, donner du texte. Je lui donne des instructions en texte, elle me répond en texte. Et puis, dans l'histoire de l'IA récente, on va dire, on a eu du multimodal qui est arrivé. Donc le multimodal, c'était le fait que quand je lui donnais une instruction, elle pouvait par exemple me répondre avec une image ou avec une vidéo. Sora en est un bon exemple. Et puis ensuite, ça a continué avec l'avènement des agents. Donc les agents, pour moi, à titre personnel, c'est un game changer. Pourquoi? Parce que ça permet à une IA d'entreprendre des actions que vous lui aurez demandé de faire ou qu'elle aura déclenché d'elle-même suite à ce qu'on appelle un déclencheur, justement, à un trigger. Donc les agents, c'est plus seulement des IA qui répondent à des questions, c'est des IA qui font des actions pour vous. C'est ça qu'il faut prendre en compte avec les agents. Et là où on peut aller maintenant encore plus loin, c'est qu'on peut faire travailler des agents ensemble. Chaque agent, on lui donne une tâche simple à effectuer et le travail ensemble va permettre de résoudre des tâches complexes. Donc on va faire travailler des agents entre eux. Les agents peuvent être soit autonomes, soit, bien entendu, basés sur d'autres agents avec qui ils vont interagir pour accomplir des tâches. Donc, au final, un agent est toujours basé sur un modèle. Donc, on parle de modèles type LLM, Large Language Model, SLM, Small Language Model. Donc, un agent, ça peut être basé sur du GPT-4o, par exemple, sur du Llama. Un agent, c'est une IA capable de raisonnement, d'entreprendre des actions et d'apprendre. Donc, moi, je suis Philippe Ayola, je suis Cloud Solution Architect Data et IA chez Microsoft. Et si vous avez besoin de me contacter suite à cette session, n'hésitez pas à prendre en compte mon mail, philippe.payola, P-A-I-O-L-A, @gmail.com. Avant de parler des agents et de rentrer dans le vif du sujet, on va parler de, OK, je suis client, j'ai un projet IA. En fait, ce projet IA, on a toujours tendance à croire qu'il est basé sur le déploiement d'un modèle. Je déploie un modèle et c'est fini. Mon projet IA est up and running. La réalité, c'est que ce n'est pas du tout le cas. En fait, un projet IA s'appuie toujours à minima sur vos données. Vos données, elles peuvent être hébergées sur des bases Cosmos, elles peuvent être structurées et hébergées dans des bases SQL, elles peuvent être sur des bases MySQL, Postgre ou faire partie d'un runtime, d'un pipeline lié à Fabric. Mais aussi, bien entendu, puisque votre IA sans données, c'est comme une voiture sans essence. Vous n'allez pas aller loin. Donc, vous avez de la donnée d'un côté, mais votre IA, pour pouvoir y accéder, on peut y accéder via des API, des calls API. On peut y accéder via l'exécution de fonctions, donc du code PowerShell ou Python par exemple. On peut y accéder via un cluster Kubernetes, un site web managé par Microsoft sous forme de app service, ou bien entendu par rapport à un conteneur de type ACA, Azure Container Apps. Et à la fin, quand on a créé le pilier app, le pilier data, et bien entendu, on va avoir le pilier IA. Et dans le pilier IA, on va retrouver plein de services différents, comme Azure OpenAI, comme Azure AI Search, qui va vous permettre d'indexer le contenu que vous voulez rendre à disposition de votre IA, comme le fait d'ajouter la voix à votre IA, du speech to text ou du text to speech. Donc, je vais pouvoir converser avec elle en langage naturel
plutôt qu'avec mon clavier. Et puis, bien entendu, tout ce qui concerne AI Vision, le fait d'interpréter l'environnement. AI Foundry, qui va être le portail que je vais vous montrer pendant 90% du temps aujourd'hui, qui va vous permettre concrètement de déployer des agents. Et enfin, si vous avez que très peu de compétences techniques sur l'IA de manière générale, eh bien, Copilot Studio peut être un bon point de départ pour vous, puisque c'est un produit qu'on appelle SaaS, Software as a Service, qui va vous permettre d'avoir une IA qui est complètement managée et un agent qui est complètement managé derrière. Donc, on a ces trois piliers qui vont rentrer dans une logique de j'ai un projet IA. Ce projet IA, il s'appuie sur mes données. Je vais pouvoir les retrouver ici. Pour pouvoir accéder à cette IA, il me faut un front-end, il me faut un site web. Je vais pouvoir le déployer à partir de mon cluster Kubernetes, par exemple. Et puis, bien entendu, tout la stack IA se retrouve dans ce pilier-là. Donc, on retrouve souvent ces trois piliers-là dans un projet IA qui a été déployé en environnement de production ou bien qui reste à l'état de POC, de MVP, etc., etc. Voici une architecture de référence d'utilisation d'un agent, que ce soit en production ou même en POC. Sur la gauche, on peut voir qu'un utilisateur va se connecter à une web app, qui est représentée par un app services ici, via un nom de domaine de type azurewebsite.net. Bien entendu, vous pouvez adjoindre votre propre nom de domaine, mais par défaut, les utilisateurs peuvent accéder au nom de domaine proposé par Microsoft. Pour s'authentifier sur la web app et donc empêcher n'importe qui d'accéder à votre agent et donc à l'IA qu'il sous-tend, on va utiliser l'App Service Built-in Authentication qui va permettre à tout utilisateur membre de votre tenant de s'authentifier sur la web app. Bien entendu, la web app, pour communiquer avec les autres services Azure qui sont représentés par l'agent, le modèle Azure OpenAI ou même AI Church, il va se baser sur les identités managées. Pour rappel, une identité managée, c'est un compte de service qui représente votre ressource dans l'Entra ID et qui crée une relation de confiance entre plusieurs ressources qui font partie du même tenant. Ensuite, un agent, comme je l'ai déjà mentionné, peut être déployé via le portail AI Foundry. Et cet agent, il va toujours s'appuyer sur un modèle. En l'occurrence, dans mon schéma, c'est un modèle de la société OpenAI qui va être hébergé dans Azure. Donc, on va retrouver par exemple du GPT-4o. Mais cet agent aussi, il peut être basé sur du Meta avec du Llama. On l'a vu aussi dans la documentation. Concrètement, pour que cet agent puisse travailler sur mes données, on va lui adjoindre le service AI Church qui va être dédié à l'indexation de mes données suivant différentes sources. Ça peut être des sources de type structuré comme des bases de données SQL, mais aussi non structurées comme des storage accounts. Ensuite, pour pouvoir monitorer l'utilisation de mon agent, on va s'appuyer sur Azure Monitor. Et pour pouvoir vérifier la latence d'accès, par exemple, à ma web app, et voir les différents types d'erreurs que peuvent rencontrer mes utilisateurs, on va s'appuyer là aussi sur l'application Insight. Et tous ces services vont communiquer entre eux via des identités managées. Ce qu'on pourrait rajouter dans ce schéma, qui n'y est pas, c'est l'utilisation par exemple des private endpoints qui vont permettre de sécuriser l'accès à mes ressources via des IP privés et non plus via des IP uniquement publics. Ensuite, un autre point important à prendre en compte, c'est un agent. Au final, je vous ai dit que c'était un modèle, une IA, qui était capable d'interagir, d'exécuter du code. Donc en fait, en entrée de mon IA il est ici, mon agent est ici, il est basé sur un LLM. Donc le LLM, ça peut être par exemple du GPT-4o. Cet agent, il va d'abord vouloir recevoir des ordres d'exécution. Et donc ces ordres, ils peuvent arriver depuis le déclenchement d'un événement. Ça peut être, par exemple, l'ajout d'un blob dans un storage account, l'ajout d'un fichier dans un compte de stockage. Ça peut être aussi comme interaction le fait que je lui demande quelque chose. Par exemple, je lui dis « envoie un mail à Dominique Pochat en spécifiant que demain à Lyon, il va faire tel temps. Et donc, on va pouvoir partir pour le Mont Blanc juste après pour aller faire notre trek. » Et puis, un agent, il peut aussi converser avec d'autres agents pour entreprendre des actions plus complexes. Donc ça, c'est ce qu'on peut mettre en entrée de notre agent. Alors, quand il y a user message, le user message, ça peut être bien entendu mon clavier, mes messages, mais ça peut être aussi ma voix qui va diriger l'agent. Et puis, l'agent, lui,
il va se baser sur mes propres données, qu'on appelle knowledge en anglais, pour pouvoir répondre à mes sollicitations. Il va pouvoir entreprendre des actions, comme envoyer un mail, encore une fois, ou plein d'autres actions possibles et imaginables, qui ne dépendent que de vous. Et puis, un agent, eh ben, il va créer ce qu'on appelle un thread, en anglais discussion, une discussion, si je devais le résumer, le thread. Et donc, la discussion va permettre aussi que l'agent, il se rappelle de toutes nos discussions au fil du temps. Et de plus en plus, il va être précis dans ses réponses, puisqu'il va apprendre d'une certaine façon à me connaître. Et l'agent, après, eh ben, en output, donc en sortie, eh ben, il va soit, bien entendu, me donner des messages ou envoyer des messages à d'autres agents, soit il va faire appel à des outils pour me permettre d'aller plus loin dans son utilisation. Alors, quand je dis des outils, ça peut paraître abstrait, mais typiquement, je peux demander à un agent, réserve-moi une chambre Airbnb pour Dominique et moi. Alors, avec 2 lits, Dominique, je précise. Donc, réserve-moi une chambre Airbnb avec 2 lits à Chamonix, près du Mont Blanc, pour qu'on puisse aller faire notre trek tranquillement. Voilà un peu ce que peut faire un agent, et ça de manière très, très simple. Là, moi, je vous parle d'agent, mais au final, souvent, les clients nous disent, oui, mais dans votre galaxie Microsoft, vous nous parlez de Copilot, vous nous parlez de Fabric, vous nous parlez d'AI Foundry, vous nous parlez de plein de choses, et on a du mal à se retrouver avec toutes vos IA différentes. Eh ben, ce que je vous conseille, et d'ailleurs, je vous mets le lien directement dans le chat, quand vous avez un doute, comme on dit, c'est qu'il n'y a pas de doute, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir cet arbre de décision que moi, j'apprécie énormément parce qu'il m'aide beaucoup quand j'ai des discussions avec des clients. Donc, si votre objectif, c'est d'améliorer la productivité de vos salariés, alors il faut vous tourner sur la suite Copilot M365. Par exemple, le fait, moi j'adore Teams, et Copilot dans Teams me permet de résumer mes meetings que j'ai avec mes clients. Donc ça améliore ma productivité, ça me fait gagner du temps. Par contre, si mon but, c'est j'ai peu de connaissances spécifiques en IA, mais je veux utiliser les agents pour les déployer, par exemple, sur Teams, je veux créer mon propre agent sur Teams, et bien Copilot Studio peut être une bonne réponse. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est je veux déployer un agent, sauf que cet agent, regardez, je veux qu'il soit intégré à mon application existante. Et là, dans ces cas-là, je fais un petit zoom. Ce que conseille Microsoft, c'est d'utiliser, vous l'avez compris, AI Foundry. Et c'est ce qui va être vraiment le cœur de notre sujet aujourd'hui. Cet arbre de décision va vous permettre, en vous posant les bonnes questions, d'aller vers la bonne technologie. Je vais vraiment, encore une fois, faire un focus aujourd'hui sur AI Foundry. Alors, un agent, quand j'ai commencé cette discussion avec vous, je vous ai dit, l'agent, il est basé sur un modèle. Si vous avez besoin de connaître les modèles qui sont supportés par l'agent de Microsoft, vous avez ce petit lien que je vais là aussi vous mettre dans le chat. Voilà, juste là. Et donc, dans ce lien, on va pouvoir retrouver les différents modèles proposés par Microsoft. Alors, on voit beaucoup de modèles OpenAI. D'ailleurs, vous pourriez me dire, on ne voit que des modèles OpenAI, Philippe, avec des régions associées. Vous auriez raison, sauf que regardez, juste en dessous, par exemple, on vous annonce qu'on supporte Llama en version 405B. Il y a des modèles OpenAI qui sont gérés par l'agent. Il y a des modèles qui ne sont pas de la société OpenAI, comme Llama. Alors, on a annoncé aussi le support de Mistral, de Cohere, etc. Donc, vraiment, allez voir ce lien-là et de temps en temps, faites un petit refresh de la page pour voir les derniers modèles qui sont supportés par les agents. Un autre point aussi, c'est qu'il y a quelques semaines, il y a eu la conférence Build et à cette occasion, on a annoncé que les agents étaient en GA. En gros, ça veut dire que c'est en disponibilité générale, c'est plus de la preview. Je vous ai dit qu'on pouvait créer des agents avec Copilot Studio. Je vous ai dit qu'on pouvait en créer avec AI Foundry. Mais vous pouvez aussi créer des agents que vous déployez sur une machine virtuelle. Donc, si je veux que mon agent il soit déployé sur une infrastructure où j'ai une maîtrise un peu plus forte en termes réseau, en termes d'exécution de conteneurs, etc., rien ne m'empêche de le faire. Si je veux déployer des agents qui sont managés par Microsoft et pour lesquels j'ai quand même de bonnes connaissances sur, par exemple, qu'est-ce que le protocole A2A, qu'est-ce que le protocole MCP, etc., etc., je peux utiliser AI Foundry. Et d'ailleurs, je choisirai AI Foundry si je veux que mon agent s'intègre parfaitement avec mon application existante. Et AI Foundry, c'est de la plateforme as a service. Et si
j'ai que peu de connaissances dans les agents et que je veux vraiment être guidé pas à pas, je ne veux pas apprendre ce que c'est que du protocole MCP, je ne veux pas apprendre ce que c'est qu'un thread ou un vector store, etc. Tous ces termes-là me semblent abscons et j'ai peu de connaissances et j'ai peu de temps pour apprendre à déployer des agents, alors je m'orienterai vers Copilot Studio avec un service qui est proposé par Microsoft en mode SaaS. Et donc, vous le voyez avec les flèches. Ici, vous avez un contrôle total de votre agent. Ici, vous pouvez le customiser jusqu'à un certain point. Ici, vous avez très peu de customisation. Et donc, si je recherche la rapidité pour déployer dans mes agents, je vais partir sur une solution à base de Copilot Studio. Si je recherche une intégration poussée sur mon application, je vais partir sur une solution managée par Microsoft à base d'AI Foundry. Et donc, forcément, Copilot Studio, c'est du WYSIWYG, c'est du next, next, next. Donc, c'est une interface graphique. Alors que les agents avec AI Foundry nécessitent des développements. Souvent, moi, j'ai des clients comme des banques qui me disent « Oui, on aime bien la techno Microsoft, mais on ne peut pas se permettre de tout exécuter dans Azure. » Moi, je leur dis dans ces cas-là, entraînez votre modèle dans AI Foundry, exportez-le sous forme de conteneur et exécutez-le sous forme de VM dans votre infra on-premise. Et ça marchera très bien. Sachant qu'on a aussi des conteneurs déconnectés, hein, on peut utiliser. Tout à fait. Avant les agents, il y avait les chatbots qui n'avaient qu'une fonction basée sur des connaissances qui étaient soit publiques, soit qu'on lui avait demandé d'ingérer. On allait lui demander de recracher ses connaissances. Donc, quand vous avez entendu parler de ChatGPT, ChatGPT, c'est exactement ça. Le chat Mistral, c'est exactement ça. C'est un chatbot. Et puis, on a proposé d'utiliser Copilot pour entreprendre des actions qui peuvent être supervisées par des humains. Et Copilot Studio est l'outil pour ça. C'est-à-dire que si je veux répondre automatiquement à un appel d'offres, mais qu'avant que la réponse soit envoyée au client final, il y ait une revue humaine de la réponse de mon agent, je choisirai Copilot Studio. Il a déjà un template pour répondre aux appels d'offres. Et puis maintenant, on est dans une ère où on va créer des agents autonomes qui vont communiquer entre eux pour faire des tâches qui sont complexes. Et aujourd'hui, on va parler des AI Foundry. Sauf que AI Foundry, moi, je vais vous montrer un portail, vous allez vous dire, waouh, c'est vachement simple ce qu'il montre. Mais la réalité, c'est que quand on utilise AI Foundry pour utiliser des agents, derrière, on a différentes sources à disposition. On a différents outils pour développer. On a bien entendu une sécurité accrue au travers des identités managées, des VNet, etc., des private endpoints pour celles et ceux qui connaissent. On a des frameworks qui seront vus par Olivier et Dominique avec vous. On a bien entendu le fait de pouvoir orchestrer plusieurs agents, d'évaluer les réponses, d'utiliser des threads personnalisés, de monitorer ce qui se passe dessus, d'interdire certaines expressions, certaines questions lorsque j'interagis avec l'IA. Et bien entendu, cet agent, il se base sur des modèles. Ces modèles, ils font partie soit de l'écosystème OpenAI, soit de l'écosystème type Mistral, encore une fois, Llama, de Meta, Grok. Et il faut savoir, et ça c'est quand même peu su, et je trouve que c'est quand même important, c'est qu'un agent est livré avec des connecteurs. Je vais vous en montrer quelques-uns. Je vais vous montrer par exemple le connecteur Logicap, mais qu'un agent supporte aussi des protocoles standardisés open source. Par exemple, celui-ci, le MCP, qui est sorti en novembre de l'année dernière, qui devient un standard dans l'industrie des agents et qui est déjà supporté par les agents que vous pourrez déployer dans AI Foundry. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, on passe aux démos et je vous montre un peu ce qu'on peut faire avec les agents. Première chose, pour se connecter au portail qui vous permet de déployer dans les agents, il faut aller sur un portail qu'on appelle le portail AI Foundry. Ce portail AI Foundry, il vous propose le catalogue de toutes les IA proposées par Microsoft. Donc, on va retrouver des LLM, des SLM, des LLM qui supportent du multimodal. Pour rappel, le multimodal, souvent, on va retrouver le O quelque chose, par exemple GPT-4o, et ça va permettre d'insérer ou de recevoir sous forme d'image ou de vidéo des résultats à nos questions. Donc, on n'est plus sur une seule modalité, mais bien sur plusieurs qui vont contenir non pas que du texte, mais aussi des images et des vidéos, que ça soit dans les prompts, dans les instructions, je peux passer une image,
mais aussi dans les résultats, dans les completions, je peux là aussi avoir une image. Et donc, dans ce fameux catalogue de modèles, on va retrouver, regardez, des modèles type DeepSeek, Sora pour la génération de vidéos, Grok. On va retrouver aussi du O3, O4 mini, toute la galaxie liée à OpenAI. On va retrouver du Llama, on va retrouver du Phi, qui est un SLM à la sauce Microsoft. On va retrouver, bien entendu, tout ce qui concerne les modèles OpenAI, etc., etc. Je fais une petite aparté, même si ce n'est pas le but d'aujourd'hui, me dirait Dominique, mais quand même, je tiens à en parler. Modèle routeur, pour moi, c'est un game changer. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité qui va choisir pour chaque requête utilisateur, qui va rediriger la requête vers le meilleur modèle en termes de latence, en termes de coût et en termes même de raisonnement. Et en fonction de la question d'utilisateur, par exemple, je veux savoir par quelles opérations il est possible d'obtenir le nombre 100 en utilisant 5 fois le chiffre 5. Donc en gros, ça ferait 5 fois 5, 25, fois 5, 125, moins 5 fois 5. 125 moins 25 égale 100. Et bien là, je vais avoir une IA qui doit être capable de raisonner mathématiquement d'une certaine façon, réfléchir mathématiquement. Et bien dans ces cas-là, il faudra peut-être du O3 ou du O1 mini. Est-ce qu'il faut que je passe vers un SLM ou pas? Et en fait, c'est Model Router qui va choisir ça pour vous. Donc, la première étape, ça va être de déployer un modèle. Le modèle qui est le plus utilisé par nos clients, en général, c'est GPT-4o. Alors pourquoi? Parce que c'est un modèle qui, objectivement, est bon dans plein de domaines. Je vais déployer avec vous le modèle GPT-4o. Au moment de son déploiement, je fais un petit aparté là-dessus, il va falloir que je choisisse son type de déploiement. Donc, je vais faire très vite, mais il faut vous concentrer sur ces 3 types de déploiement. En global standard, si je choisis ça pour mon déploiement de mon modèle GPT-4o, ça veut dire que le premier data center disponible dans le monde répondra à la requête de mon utilisateur. Je dis bien le premier data center disponible. Je ne parle pas de latence, je parle de disponibilité. Donc, autant vous dire que si vous voulez que les requêtes soient processées en France et restent en France, il ne faut pas choisir global standard. Deuxième possibilité, data zone. Là, le principe, c'est que Microsoft vous dit toutes les requêtes seront processées par un pays de l'Union européenne. Ça peut être soit de l'Union européenne, soit d'Amérique, soit des États-Unis, etc. C'est vous qui décidez. Mais par exemple, si je crée mon instance en France Centre, eh ben, toutes les futures requêtes seront processées en Ouest Europe, en North Europe, en France Centre peut-être, ou en Sweden Central. Je n'ai pas la maîtrise du data center qui va processer mes requêtes. Par contre, je sais que ces requêtes seront processées dans l'Union européenne. Attention, la Suisse ou UK ne faisant pas partie de l'Union européenne, elles ne processeront pas les requêtes liées à ce modèle. Et le dernier, c'est standard. Et en standard, le principe, c'est que vous allez avoir toutes les requêtes qui vont être processées dans une région spécifique, là où vous avez créé votre instance au début. Donc, par exemple, si j'ai créé mon instance en France centrale, alors toutes les requêtes seront processées en France centrale. Donc, c'est important en termes de privacy, en termes de sécurité, en termes de conformité, de choisir le bon type de déploiement pour ne pas être surpris après que mes requêtes soient processées dans n'importe quel pays du monde ou même de l'Union européenne. Après, ça, c'est un choix. Donc, vous voyez, je choisis le modèle GPT-4o et je vais le nommer agent, parce que je vais dire, je vais l'utiliser pour un agent. Alors moi, j'aime bien, quand j'essaye d'expliquer ce que c'est un agent, je fais souvent un parallèle avec le film Matrix. Je pense que tout le monde a vu le film Matrix. Et dans le film Matrix, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a l'agent Smith. L'agent Smith, c'est celui qui a un pistolet et qui tire sur le héros. Bon, c'est un virus. Mais on ne va pas comparer l'agent Smith à un agent pour le virus, mais plus pour le côté, il fait des actions. Il est capable d'interagir avec le monde réel et il est capable de faire des actions. Eh bien, un agent, c'est exactement pareil. Sauf qu'il est sympa, ce n'est pas l'agent Smith, vous l'avez compris. Il va falloir que ce modèle, je le plug à un agent. Donc, la prochaine étape, je vais aller dans Playground, sur la gauche, juste ici. Et là, regardez, parmi tous les Playgrounds à disposition, j'ai le Playground agent. Et là, je vais faire un Try the Agent Playground. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le Playground? Le Playground, c'est un peu comme quand vous allez au théâtre. C'est, vous savez, les loges où les artistes se changent, se maquillent, etc. Le Playground, c'est un peu le bac à sable où vous allez, avant de déployer en production votre agent, le tester en conditions réelles. Donc, je ne suis pas sûr de moi, j'ai besoin de le tester sans que ça ait un impact sur ma production, etc.
je vais utiliser le playground. Et donc, concrètement, la première chose, c'est que quand je fais un try agent playground, regardez, je peux sélectionner, créer un agent. Cet agent, donc, je peux le créer from scratch en cliquant sur le bouton New Agent. Et là, je vais le baser sur un modèle. GPT-4o, GPT-4o Mini, en tout cas, un des modèles qui était supporté dans le lien que je vous ai envoyé au début. Donc, par exemple, je vais l'appeler agent d'homme. Et cet agent d'homme, il est basé sur un modèle GPT-4o. OK, ça me va. La première chose, c'est qu'un modèle type GPT-4o, il est basé sur des données d'entraînement qui sont vieilles. Par exemple, si je lui dis qui est le Premier ministre en France, bon, en plus, on change souvent de Premier ministre chez nous, mais vous allez voir que la réponse, elle ne va pas me satisfaire. À tous les coups, il va me dire Elisabeth Borne. Voilà, il me dit c'est Elisabeth Borne. Ce qui est logique, parce que ces données d'entraînement sont basées sur des données qui proviennent de 2023. Et d'ailleurs, je peux lui dire de quand datent tes données. Les données ont été actualisées pour la dernière fois en avril 2023. Voilà. Donc, vous voyez, moi, ça ne me va pas. Parce que l'agent, il est basé sur une IA qui a été entraînée sur des données qui sont trop vieilles. Et donc, la première chose que je vais lui dire à l'agent, c'est OK, moi, ça ne me va pas. Il faut que tu te bases sur des données récentes. Et encore une fois, si je donne un dernier exemple, quel temps fait-il en Bretagne? Bon, après, tu me diras, c'est facile, Dominique. On sait très bien quel temps il fait en Bretagne, tout le temps. Là, il se marre derrière. Vous ne voyez pas, mais il est en train de se marrer. Il se dit, mais pourquoi je l'ai invité? Pourquoi je lui ai proposé de participer? Donc, il me dit, logiquement, je suis incapable de te répondre. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire sur la droite, je vais lui ajouter des compétences, des connaissances à mon agent. Donc, je vais cliquer sur Add Knowledge. Et là, je vais lui dire, OK, base-toi sur le moteur de recherche Bing. Et j'ai créé directement dans Azure un service qui me permet d'interroger via des API le moteur de recherche Bing de Microsoft. Donc là, je dis, je veux communiquer avec le moteur de recherche Bing. Alors pourquoi je fais ça? En fait, ça m'arrange parce que maintenant, quand je vais lui dire quel temps fait-il en Bretagne, ce qu'il va faire, comme il n'a pas la réponse avec ces vieilles données, eh ben, il va contacter via les API Bing et il va me dire, ah, il y a des précipitations. Peu de précipitations, mais il y en a, Dominique. C'est ce qu'il me dit. Et si je lui dis, de quand datent tes données, ça, on s'en fiche. Mais qui est le Premier ministre en France? Je ne sais pas si François Bayrou a changé. Ça change tellement vite, j'ai du mal à suivre. Mais a priori, voilà, il me dit à l'heure actuelle, depuis le 13 décembre, c'est toujours François Bayrou. Donc vous le voyez, j'ai adjoint des API à mon agent qui a contacté le moteur de recherche de Microsoft pour avoir des données, des données qui sont un peu plus à jour. Ensuite, une fois qu'on a vu ça, mon agent, il doit être basé sur des données, mes propres données, parce que le fait de connaître la météo, ça va un temps, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir ajouter des données directement dans ce qu'on appelle le Vector Store. Donc, regardez, en haut, j'ai un petit bouton et j'ai une petite fonctionnalité qu'on appelle File Search. Je vais cliquer sur Add et là, je vais créer un magasin de données qui va supporter tous les formats que vous voyez ici, donc du doc, du HTML, du PDF, du PPTX, etc., etc. Et donc, je suis en train de lui créer un compartiment, un espace de stockage pour lui envoyer mes données. Avant de lui envoyer les données, il faut quand même que je vous montre les données que je lui ai envoyées. Donc, j'ai récupéré sur Internet un livre libre de droit qui est écrit par Bram Stoker, Dracula, en 1897. Et donc, vous voyez, il est en français et il y a 530 pages. C'est le livre de Dracula. Et moi, en gros, je veux que maintenant, il base ses réponses sur le livre Dracula. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller sur mon ordinateur. Dans mon ordinateur, je vais aller récupérer, bien entendu, le PDF de Dracula. Je lui envoie. Là, vous voyez, le fichier fait 2,48 MB. Donc, je viens juste de lui uploader un livre de 530 pages. Et ce qu'il est en train de faire, là, c'est qu'il est en train d'indexer les 530 pages. Et ce qui va me permettre après, quand je vais lui poser la question « Qui est Dracula ?», non plus de me répondre via des API Bing, mais de baser sa réponse
sur le PDF que je viens de lui adjoindre. Et vous le voyez, en knowledge, il n'y a plus Bing, c'est enlevé. Maintenant, c'est que le fichier Dracula que je viens de lui envoyer. Et donc maintenant, si je lui pose la question qui est Dracula, alors sachant que c'est une démo en live, je ne suis pas sûr qu'il a fini d'indexer les 530 pages, ce n'est pas dit qu'il y arrive tout de suite. S'il n'y arrive pas tout de suite, on lui redemandera dans quelques minutes, une fois qu'il aura indexé tout le document. Mais a priori, alors là, il me dit Dracula est un personnage de fiction créé par Bram Stoker, nanana. Mais là, pour la petite histoire, il ne s'est pas basé sur mes données. Parce que si c'était basé sur mes données, il aurait donné la référence du PDF. Donc, on va attendre quelques temps, parce que là, il est basé sur des données publiques, donc c'est un peu facile. Dans ma démo, ce que je veux, c'est qu'il se base sur le Vector Store. Donc, je vais lui reposer la question, basé sur le PDF envoyé, qui est Dracula. Là, regardez, ça a marché. C'est-à-dire que maintenant, il me dit Dracula, donc basé sur le PDF que tu m'as envoyé, ça serait le prince Vlad III, également connu sous le nom de Vlad Dracula. Et regardez, il me donne les références dans le PDF, ainsi que les passages du PDF qui concernent le livre Dracula. Donc là, il n'est plus basé sur des données publiques, il est basé vraiment sur mon propre données, l'agent. Et on vient de faire ensemble ce qu'on appelle du RAG, du Retrieval Augmented Generation. Et regardez, techniquement, il n'y a rien de compliqué dans ce que je vous montre, hein. Tout est fait en interface graphique. Il faut bien prendre en compte que tout est basé sur une discussion dans un thread. Donc le thread, pour rappel, c'est le fil de discussion. Plusieurs utilisateurs peuvent partager le même thread et dans ces cas-là, ils auront même accès aux mêmes informations, c'est-à-dire aux mêmes données indexées, aux mêmes API Bing, etc., etc. Donc un thread est basé sur un agent. Donc un thread, c'est une discussion entre un agent et un ou plusieurs utilisateurs. Donc dans Knowledge, on voit que je peux rajouter des fichiers, je vous ai montré. On voit aussi un service dont je vous ai un peu déjà parlé, qui s'appelle AI Church. C'est le service d'indexation proposé par Microsoft pour pouvoir baser les réponses de l'IA, non plus sur des données uploadées dans un vector store, dans un magasin de fichiers, mais bien qui ont été indexées sous différents formats. Donc, on parle de vectorisation, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, ça va nous permettre de faire une recherche par mots-clés ou sémantique. Et là, vous le voyez, par exemple, j'ai déjà un RAG pour Dracula. Donc, j'ai déjà indexé le livre Dracula. Et comment j'ai fait? J'ai envoyé le PDF dans un storage account sous format blob dans un conteneur. Et donc, automatiquement, il va indexer régulièrement. Je vous montrerai après AI Church. Il va indexer le contenu de mon storage account. Donc, si je résume, ce que j'ai fait avant ça, j'ai créé un storage account. Je crois que c'est celui-ci. Dans ce storage account, donc le storage account, c'est vraiment un disque dur. J'ai créé un conteneur qu'on appelle un dossier qui s'appelle RAG, tout en bas, que vous voyez. Et dans le dossier RAG, j'ai uploadé le fichier de Dracula. Et automatiquement, si je vais maintenant dans le service AI Church et que je récupère ce fameux index, en fait, l'index, il se retrouve ici, juste là, voilà. On voit qu'il y a à peu près 530 pages, ce qui était ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc ça, là-dessus, ça va. Mais il faut savoir que vous pouvez, bien entendu, créer différents index qui proviennent de différentes sources de données. Mes index, là, ils viennent de storage account de Blob. Mais regardez, si je fais add data source, on peut baser l'indexation de mes données sur des bases Cosmos, SQL, OneLake de Fabric, Table Storage, etc., etc. Donc, ne croyez pas que AI Church, ça soit un service à ne pas connaître, justement. C'est le service le plus important pour donner à l'IA toutes vos données au format structuré pour qu'elle réponde à vos requêtes d'utilisateurs. Ensuite, on pourrait lui demander des conseils de voyage, parce que comme on va faire un trek avec Dominique, eh ben, on a besoin de savoir le temps qu'il va faire et où loger, dans quel gîte loger, etc. Donc, on peut se connecter à TripAdvisor, que tout le monde connaît, ou alors on peut accéder au Grounded by Bing. Donc, un agent, il fait des actions. Ces actions, elles peuvent être contenues dans ce qu'on appelle une fonction. Donc, une fonction, aka serverless, c'est le fait d'exécuter du code. Donc, une fonction, il faut imaginer une page blanche pour un développeur. Il écrit son code et en fait, vous allez demander à l'agent d'exécuter le code du développeur, quel que soit ce code. Donc, un agent peut exécuter du code qui est contenu dans une fonction. Un agent
peut aussi faire appel à des API de votre propre application via le protocole qu'on appelle MCP, Model Context Protocol. Dans ces cas-là, il va falloir déployer un serveur dans Azure, ou alors via du A2A, aussi peut-être dont vous en avez entendu parler. On ne peut pas le faire encore en interface graphique, ce que je vous montre là. Un agent peut faire appel à des API via l'OpenAPI 3.0 et un agent peut faire appel à une Logic App. Et c'est un peu la démo que je vais vous faire aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais demander à mon agent d'envoyer un email à Dominique. Donc là, je choisis comme action Send email using Outlook. Donc, je vais l'appeler Send email Outlook to Dom pour le Mont Blanc. C'est un peu le connecteur que je crée. Ensuite, je lui donne une description, Send an email using Outlook account. OK. Je lui dis d'utiliser pour déployer ma Logic App un groupe de ressources, RGDemo ATT et Sweden Central. OK. Et ensuite, je vais me connecter. Voilà, il me connecte via un connecteur à ma messagerie Outlook avec mon email Microsoft. Et là, je suis prêt à envoyer un email. Là, je fais un next. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me déployer automatiquement une instance, une ressource Logic App pour envoyer un email à Dom. J'en ai déjà créé une au préalable, voilà, qui s'appelle email, tout simplement. Celle-là, elle est fonctionnelle et je vais l'utiliser maintenant. Je préfère, en fait. Plutôt que d'attendre plusieurs minutes, vous faire une démo qui ne va pas marcher, vous allez me dire « Ouais, ça ne marche jamais tes démos, etc. » Là, normalement, la Logic App, elle est déjà créée. Donc, si on va dans mon abonnement Azure, si je vais dans le groupe de ressources RGDemo ATT, regardez, la Logic App, elle s'appelle Email, elle est là. Et dans cette Logic App, il m'a créé un workflow. Donc, dans Logic App Designer, il m'a créé un workflow. Et ce workflow, il me dit, quand tu reçois une requête HTTP, tu envoies un email et tu donnes la réponse. Alors, on pourrait rentrer dans le détail de ce qu'il attend, mais un email, il faut une adresse email, un sujet et le corps du message. Vous voyez, c'est assez simple. Il l'a fait pour moi, c'est lui qui l'a créé. Donc maintenant que j'ai fait ça comme action, eh ben, je vais aller dans Go to Voice Live Playground. Et là, ça devient encore plus puissant. Tout à l'heure, je vous ai parlé de multimodal, de speech to text et text to speech. Eh ben, je vais créer un avatar virtuel qui représente un homme ou une femme qui n'existe pas. Cet avatar va me parler en temps réel et elle va envoyer un email à Dominique avec la météo du Mont Blanc, puisque demain, on va faire un trek avec Dominique. Donc, dans les modèles, je vais choisir du real-time. Alors, pourquoi du GPT-4o real-time? Parce qu'en fait, c'est du temps réel. Il y aura peu de latence entre ma question et sa réponse. Alors, tout ce que je vous montre est en preview. Ici, je choisis du GPT-4o real-time. Ensuite, au niveau voix, je vais lui dire que la voix, le langage, alors je pourrais lui parler en anglais, mais je vais dire que c'est du français. Je peux choisir une langue parmi toutes ces langues-là. Je vais prendre du ADA. Ensuite, dans Avatar, je vais choisir un avatar virtuel. Et je vais me baser, par exemple, en espérant qu'ADA, c'est une voix féminine, sur cette personne-là. Et donc là, vous voyez, je vais interagir avec l'IA en faible latence et l'agent va envoyer un email à Dominique pour moi. Là, on attend un peu. Salut, comment tu vas? Salut. Je vais très bien, merci. Et toi, comment ça va? Écoute, ça va. Est-ce que tu peux envoyer un email à dominique.pochat, P-O-C-H-A-T, @microsoft.com en lui disant « Top ton initiative, mais la météo sera pourrie ». D'accord, donc le message sera « Top ton initiative, mais la météo sera pourrie ». C'est bien ça? Exactement. Et je veux que tu l'envoies à dominique.pochat@microsoft.com. Là, elle a envoyé l'email. Alors, il va arriver chez Dominique. Donc, vous voyez, avec un agent, on peut très rapidement utiliser celui-ci pour lui faire des actions qu'on lui aurait demandé directement par la voix sous forme d'avatar virtuel avec synchro labial, etc., etc. Je voulais vous parler des Connected Agents. Donc, le fait qu'un agent, par exemple l'agent Smith, travaille avec l'agent Better Call Saul et qui travaille pour entreprendre des actions complexes à deux. Donc, on va pouvoir créer une connexion entre deux agents pour que
chacun exécute une tâche qui va être profitable à l'autre afin, encore une fois, d'exécuter une tâche complexe. Et c'est ce qu'on appelle le Connected Agent, juste ici. Donc, Connected Agent, là, les actions ici, les knowledge ici, les connaissances, le fait de pouvoir utiliser de la voix en temps réel et lui faire entreprendre des actions, c'est juste ici aussi. Vous voyez, c'est quand même relativement simple de mettre en place toutes ces technologies. Il n'y a pas besoin de grandes connaissances techniques. Si après, je veux intégrer mon agent à ma propre application, j'ai le bouton View Code en haut à gauche de l'interface, juste ici. Et là, regardez, on va se retrouver avec le nom de l'agent, le thread associé, puisqu'un thread est partagé entre plusieurs utilisateurs. On retrouve un exemple de code en Python, en C, en JavaScript. Et puis, la chaîne de connexion pour accéder à mon agent va être disponible ici, avec une authentification via Entra ID. On peut aussi avoir une authentification à base de clé d'accès.